Allez, prenez ce que vous voulez, je paye ma tournée. Mehdi, grand prince. T'as gagné au loto ou bien? Mais oui! J'ai gagné 100 € en grattant un banco, alors que j'avais jamais joué de ma vie. Dingue! J'ai jamais gagné à ces jeux. Pourtant, j'en ai gratté. Je sais pas pourquoi je continue de tenter ma chance. Tu continues parce que c'est pas très cher sur le moment et puis parce que tu ne serais pas contre une pluie de billets qui tombe du ciel. Mais surtout, moi, j'aimerais mieux qu'ils augmentent le prix du ticket à gratter. Comme ça, j'en achèterai plus du tout. Parce que c'est un peu un piège à force. Ah oui, mais ça serait un mauvais calcul. Il y aurait moins de candidats pour jouer à la grande roue de la fortune. Oui, même s'ils ont le monopole, ils sont obligés de proposer des prix intéressants pour les consommateurs, sinon c'est la clé sous la porte. Ouais, enfin, quand ta boîte a un monopole, c'est quand même royal, non? Bah, pas forcément, je crois. Faut être très stratégique, parce qu'il y a pas mal de subtilités. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup. Eh oui, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas si simple d'être en situation de monopole et pas forcément souhaitable non plus pour l'ensemble de l'économie. Il y a des contraintes, mais ce ne sont pas les mêmes qu'en situation de concurrence parfaite. Mais déjà, expliquons ce qu'est un monopole. Une entreprise est en situation de monopole lorsqu'elle est seule sur son marché et qu'aucune alternative aux biens ou aux services n'existe. Donc pas de concurrence. L'entreprise en situation de monopole décide seule du prix qu'elle propose aux consommateurs. On dit que le monopole est faiseur de prix. A l'inverse, les entreprises en situation de concurrence parfaite sont preneuses de prix, c'est-à-dire contraintes de s'adapter au prix du marché pour que leurs clients ne partent pas chez les concurrents. Mais attention, tout n'est pas possible pour le monopoleur, il faut être stratégique. Pour cela, il y a plusieurs étapes à comprendre. D'abord, le monopoleur doit tenir compte de la sensibilité de la demande. Il en déduit les quantités à produire et son prix. S'il augmente son prix, les quantités demandées diminuent. C'est pour ça que la courbe de demande est décroissante. Ensuite, comme pour toute entreprise, le monopoleur doit trouver la bonne quantité à produire et le juste prix pour maximiser son profit. Il va alors égaliser sa recette marginale et son coût marginal. Tout d'abord, la recette marginale. C'est le revenu supplémentaire gagné lorsqu'on vend une unité de plus. Mais pour vendre une unité de plus, tout en gardant ses clients, le monopoleur doit réduire son prix. Donc la recette marginale est décroissante. Ensuite, le coût marginal. C'est le coût additionnel de la production d'une unité supplémentaire. Sa courbe est d'abord décroissante, puis croissante, car au début, l'entreprise bénéficie d'effets d'apprentissage et d'économies d'échelle qui font que les facteurs de production sont plus efficaces lorsque la production augmente. Mais ensuite, ces effets disparaissent ou s'inversent et le coût marginal augmente. ah oui, d'accord. Mais comment ils font pour fixer le prix alors? Et comment l'équilibre du monopole se construit-il? Le monopoleur va donc chercher à maximiser son profit en égalisant son coût marginal et sa recette marginale. Il détermine ainsi la quantité qu'il va produire. Enfin, pour cette quantité de production, il fixe son prix grâce à la courbe de demande. C'est ainsi que se fixe l'équilibre de monopole, matérialisé ici par le point jaune. En situation de concurrence parfaite, la logique est inverse. Le prix est imposé par le marché, ce qui détermine, en fonction de la demande, la quantité à produire. Comparons maintenant les deux situations, monopole et concurrence parfaite. Le prix de monopole, qui apparaît en jaune, est supérieur à celui de la concurrence parfaite, qui apparaît en rose, alors que les quantités produites en monopole sont inférieures à celles produites en concurrence parfaite. Rappelez-vous ce fameux schéma montré en cours. Oh là là, c'est pas simple cette histoire. Disons qu'à l'équilibre, le monopoleur produit globalement moins de richesses et les fait payer plus cher à la collectivité qu'une entreprise en concurrence. C'est pour ça que la plupart du temps, on cherche à éviter les situations de monopole. Mais parfois, le monopole se justifie. On parle de monopole naturel ou institutionnel. C'est quoi la diff? 3 types de monopole à retenir. Le monopole naturel, certaines activités nécessitent des investissements colossaux, par exemple construire un réseau ferroviaire ou un réseau de distribution de l'eau. Quand les coûts fixes sont très importants et qu'il n'y a aucun intérêt à dupliquer l'investissement, on crée un monopole naturel. Les activités de réseau comme la SNCF Réseau, la Poste, France Télécom en ont fait partie. Un concurrent de la SNCF ne va pas construire son propre réseau de chemin de fer pour faire rouler des trains qui vont au même endroit. Les économies d'échelle, grâce à une production massive, seront plus importantes si un seul fournisseur centralise la totalité du marché. Ensuite, les coûts variables qui permettent le fonctionnement de l'activité sont beaucoup plus modérés. En pratique, il est fréquent qu'un monopole naturel devienne un monopole institutionnel. Bougez pas, je m'explique. Pour éviter d'avoir des doublons dans la création de lourdes infrastructures, ce qui serait un non-sens économique, ou si l'État considère qu'une seule entreprise, publique ou privée, générera plus efficacement la production ou la distribution d'un bien ou d'un service, il pourra lui accorder des droits spécifiques pour qu'elle dispose d'un monopole. On parle alors de monopole institutionnel ou légal.
Par exemple, la distribution de toutes les catégories de courrier relevait du monopole légal de la Poste en France. Cependant, l'État finit souvent par ouvrir tout ou une partie du marché à la concurrence, pour respecter les règles européennes et donc permettre aux consommateurs d'avoir accès à une diversité d'offres et des prix moins élevés. Par exemple, aujourd'hui, la distribution de courrier reste un monopole, alors que la distribution de colis est ouverte à la concurrence. Dernier type de monopole, le monopole d'innovation. Un monopole d'innovation permet à l'entreprise de maintenir une avance sur ses concurrents, parce qu'elle est plus efficace pour produire, ou parce que son produit est plus performant, ou propose des fonctionnalités inédites et inégalées. Par exemple, grâce à l'invention des machines à café et des capsules Nespresso, Nestlé a longtemps détenu le monopole sur ce nouveau marché, jusqu'à ce que des concurrents l'imitent. Voilà, je crois que j'ai bien monopolisé la parole sur le sujet, donc je drop mon mic et je vous dis à la prochaine. Un monopole égale un seul fournisseur ou distributeur sur le marché. Le monopoleur est faiseur de prix. En situation de concurrence parfaite, les entreprises sont preneuses de prix, donc obligées de s'adapter au prix du marché. Le monopoleur produit globalement moins qu'en situation de concurrence parfaite et le prix est plus élevé. Le monopole n'est donc généralement pas souhaitable pour la collectivité. 3 types de monopoles. Monopole naturel. Une seule entreprise peut produire et fournir un bien ou un service à un coût inférieur à celui qui résulterait de la présence de plusieurs entreprises sur le marché. Monopole institutionnel ou légal. L'État concède à une seule entreprise le monopole de la production ou de la distribution d'un bien ou d'un service. Monopole d'innovation. Entreprise qui a mis au point un système d'innovation qui lui permet d'être plus efficace et d'avoir, de façon temporaire, un temps d'avance sur ses concurrents. Tu vois la diff ? Hey, Ah ouais? Explique du coup.